Braves gens, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle horrifique histoire. Et ce soir, je vais vous lire Le pacte des Sandwin de Auguste Derleth. Braves gens, bonne écoute. Je sais maintenant que les étranges et terribles événements qui se produisirent à la maison Sandwin commencèrent bien plus tôt que tout le monde ne l'avait cru alors, plus tôt même qu'Eldon ou moi ne l'avions pensé à l'époque. Il n'y avait manifestement aucune raison de penser au début de la maladie d'Asa Sandwin que ces ennuis remontaient à un passé dépassant notre imagination. Ce fut seulement quand l'affaire Sandwin toucha à sa fin que ces terribles révélations se dévoilèrent à nous. La vision de quelque chose d'horrible et de terrifiant se terrant derrière les péripéties de notre vie de tous les jours fut exposée au grand jour. Et nous eûmes la possibilité de voir brièvement le cœur de cette vie mystérieuse. La maison Sandwin s'appelait d'abord Sandwin près de la mer. Mais sa seconde appellation se révéla rapidement d'un usage beaucoup plus facile. C'était une demeure à l'ancienne mode, aussi vieille que peuvent l'être certaines bâtisses de la Nouvelle-Angleterre. Elle se trouvait le long de la route d'Innsmouth, non loin d'Arkham. Elle comportait 2 étages, un grenier et un sous-sol. Le toit portait de nombreux pignons et des lucarnes éclairaient le grenier. Devant la maison, on trouvait des ormes et des érables. Derrière, seule une haie de lilas séparait la pelouse de la descente abrupte vers la mer, car la maison se dressait sur une petite colline, en retrait par rapport à l'autoroute. Elle pouvait paraître froide aux passants qui la remarquaient. Mais pour moi, elle fourmillait des souvenirs de vacances de mon enfance, passées ici, avec mon cousin, Eldon. C'était un refuge après Boston, un havre de paix après la grande ville surpeuplée
jusqu'aux curieux événements qui commencèrent à la fin de l'hiver 1938. Je gardais ma première impression de la maison. Et même, ce ne fut qu'à la fin de cet étrange hiver que je pris conscience du changement subtil, mais évident, survenu à la maison Sendwin, qui, du paradis d'un été d'enfant, s'était transformé en un immonde refuge pour une créature diabolique. Mon premier contact avec ces curieux événements fut tout ce qu'il y a de plus prosaïque. Il se présenta sous la forme d'un coup de téléphone de mon cousin Eldon, alors que je m'apprêtais à dîner avec mes collègues de la bibliothèque de l'université de Miskatonic d'Arkham au club dont nous étions membres. J'allais répondre au téléphone du salon. Dave, ici Eldon. Il faut que tu me rendes visite pendant quelques jours. J'ai trop de travail pour l'instant. Je tâcherai de m'arranger pour la semaine prochaine. Non, tout de suite, Dave. Les hiboux U. Ce fut tout. Il n'ajouta rien de plus. Je retournai participer une seconde à la chaude discussion dans laquelle j'étais engagé quand était intervenu ce coup de téléphone, et j'avais repris le fil de mes arguments lorsque les paroles de mon cousin me frappèrent à retardement, faisant renaître un passé de plus de 30 ans. Immédiatement, je m'excusai et rentrai chez moi pour préparer mon voyage. Longtemps auparavant, une trentaine d'années plus tôt, dans cette période insouciante de l'enfance, nous avions conclu un accord formel et secret. Si l'un de nous prononçait une certaine phrase, elle devait être interprétée comme un appel à l'aide. Nous nous l'étions juré. Cette phrase de reconnaissance était « Les hiboux U ». Et mon cousin venait de la prononcer. En moins d'une heure, j'avais trouvé un collègue pour me remplacer à la bibliothèque et je prenais la route en direction d'Arkham, roulant beaucoup plus vite qu'il n'était permis. J'étais, je l'avoue, mi-inquiet, mi-amusé. Ce serment que nous avions prêté était sérieux, bien entendu, mais après tout, ce n'était qu'une fantaisie d'enfant. Cependant, le fait que Eldon eût jugé bon d'utiliser notre phrase code prouvait la gravité des ennuis qui lui arrivaient. Cet appel me paraissait le reflet d'une profonde détresse, et non un innocent enfantillage.
La nuit tomba avant mon arrivée à la maison. Il faisait frais. Une mince couche de neige recouvrait le sol, mais l'autoroute était parfaitement dégagée. Sur les derniers kilomètres avant la maison Sandwin, cette autoroute longeait l'océan et la vue qui s'offrait à moi était magnifique. La lune traçait un large trait argenté sur la mer, le vent agitait doucement la surface de l'eau qui luisait et étincelait, comme éclairée par un feu intérieur. Les arbres, les bâtiments ou les sommets des collines brisaient de temps à autre la ligne de l'horizon, mais n'altéraient en aucune façon la beauté du paysage. Et déjà, c'était la haute stature de la maison Sandwin qui se dressait dans le ciel. Elle était plongée dans le noir, à l'exception d'un mince trait de lumière qu'on décelait sur l'arrière du bâtiment. Eldon y vivait seul, avec son père et un vieux domestique. Une femme du village venait 1 ou 2 fois par semaine faire le ménage. Je conduisis ma voiture derrière la maison, dans une grange aménagée en garage, coupai le moteur, pris ma valise et me dirigeai vers la vieille demeure. Eldon m'avait entendu. Je le trouvais dans l'ombre devant la porte entr'ouverte, son long visage partiellement éclairé par le clair de lune, serrant frileusement sa robe de chambre autour de son grand corps maigre. « J'étais sûr de pouvoir compter sur toi, Dave, » dit-il en me déchargeant de ma valise. « Que se passe-t-il, Eldon ? » « N'en parlons pas tout de suite, » répondit-il nerveusement, comme s'il avait craint d'être entendu. « Attends, je te raconterai tout plus tard. Et ne fais pas de bruit. Ne dérangeons pas mon père pour le moment. » Il me conduisit à travers la maison, me faisant traverser le grand hall avec précaution pour atteindre l'escalier derrière lequel se trouvait sa propre chambre. Je ne pus m'empêcher de remarquer le silence quasi surnaturel qui régnait dans la maison et qui faisait ressortir le grondement de la mer martelant la falaise. L'atmosphère me parut étrangement fantastique. Mais je m'efforçais de chasser cette impression. Une fois parvenu dans sa chambre vivement éclairée, je vis que mon cousin était sérieusement bouleversé, malgré ses efforts pour m'accueillir chaleureusement. Ma venue n'allait certainement pas résoudre tous ses problèmes comme par miracle. Il montrait une mine hagarde, des yeux sombres et rougis, comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Ses mains, sans cesse agitées, révélaient un excès de nervosité, très fréquent chez les névrotiques. « Eh bien, maintenant installe-toi, fais comme chez toi. Tu as mangé ? » ?»« Suffisamment, oui, » le rassurai-je. J'attendis qu'il décidât à se confier.
Il fit 1 ou 2 fois le tour de sa chambre, ouvrit la porte avec précaution et jeta un coup d'œil à l'extérieur, avant de revenir s'asseoir en face de moi. « Eh bien, il s'agit de mon père, » commença-t-il sans préambule. « Tu sais que nous avons toujours vécu sans revenu apparent, et pourtant nous avons toujours eu de l'argent à notre disposition. Cette situation dure depuis plusieurs générations chez les Sanduin, et je ne m'étais jamais bien tourmenté à ce sujet. Dernièrement, toutefois, l'argent a commencé à se faire rare. Mon père dit qu'il devait partir en voyage, et il s'en alla. Il ne voyage pour ainsi dire jamais. À la réflexion, je me rappelais que son dernier voyage remontait à 10 ans et avait justement coïncidé avec une période difficile pour nous. Mais quand il était revenu, il était de nouveau en possession d'une petite fortune. Je n'avais pas vu mon père partir et je ne l'avais pas vu non plus revenir. Un jour, j'avais constaté qu'il n'était plus là. Le lendemain, il était de retour. C'est tout. Les choses se sont passées de la même façon cette fois-ci. Et depuis son retour, il me semble que nous avons de nouveau l'argent nécessaire. Il secoua la tête, l'air perplexe. Je dois reconnaître que, pendant plusieurs jours, j'ai feuilleté les journaux avec anxiété. Je cherchais l'annonce d'un cambriolage, mais je n'ai rien trouvé. Il a peut-être fait une affaire, hasardai-je. Il secoua la tête. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète pour l'instant. J'oublierais même ce problème si je ne pensais pas qu'il fût lié à l'état actuel de mon père. Il est malade ? Eh bien, oui et non. Il n'est plus lui-même. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce n'est plus mon père tel que je le connaissais. Je peux difficilement l'expliquer. Et naturellement, je suis anxieux. J'ai pris conscience d'un changement pour la première fois le jour où j'ai appris son retour. Je me tenais derrière la porte de sa chambre quand je l'ai entendu se parler tout seul, d'une voix grave et gutturale. Je les ai bernés, a-t-il répété plusieurs fois. Il a dit autre chose, bien sûr, mais sur le moment, je n'ai pas écouté. J'ai frappé à la porte, mais il m'a répondu brutalement en m'ordonnant de retourner dans ma chambre et de le laisser tranquille jusqu'au lendemain. Depuis ce jour, il se conduit de plus en plus étrangement, tout en me donnant l'impression d'avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un, je ne sais pas. Et il se passe des choses bizarres. Quoi, par exemple ? Demandai-je, sceptique. Eh bien, pour commencer, des boutons de porte humides. Des boutons de porte humides ? M'exclamai-je. Il acquiesça gravement. La première fois que mon père s'en est aperçu, il nous a convoqués, le vieil Ambrose et moi, pour nous demander lequel de nous avait traîné dans la maison sans s'être essuyé les mains. Nous avons répondu tous les deux par la négative, bien entendu. Il nous a renvoyés brusquement, et l'incident s'est arrêté là. Mais par la suite, nous avons trouvé de temps en temps un bouton de porte mouillé, et mon père s'est montré de plus en plus effrayé de ces découvertes, révélant une sorte d'appréhension que je ne pouvais pas comprendre avec autre chose. Continue. Ensuite, il y a eu des bruits de pas et une musique. Elle paraissait venir du ciel ou des profondeurs de la terre, peut-être.
Franchement, je n'en sais rien. Mais il se passe quelque chose ici que je ne comprends pas, et dont mon père a manifestement peur. Il sort de sa chambre de moins en moins. Quand il s'y décide, il se conduit comme un homme s'attendant à voir un ennemi lui bondir dessus. Ses yeux guettent les mouvements de la moindre petite ombre, et il sursaute à chaque bruit. Il ne prête plus guère attention à moi, ni à Ambrose, ni à la femme de ménage à qui il ne permet plus de nettoyer sa chambre, préférant s'en charger tout seul. À la suite des paroles de mon cousin, j'étais plus inquiet pour lui que pour mon oncle. En terminant son récit, Eldon avait l'air profondément bouleversé. Je ne pus traiter son histoire avec la légèreté que j'étais enclin à manifester, ni avec la gravité à laquelle mon cousin s'attendait. Je feignis pour l'instant un intérêt poli. Je suppose que l'oncle Asa est encore debout, dis-je. Il sera surpris de me trouver ici et tu ne veux sans doute pas qu'il sache que tu m'as appelé. Alors, il vaudrait peut-être mieux que nous allions le voir tout de suite. Mon oncle Asa était tout le contraire de son fils. Alors qu'Eldon était grand et mince, Asa était petit et fort, musclé plutôt que gras, avec un cou très large et un visage curieusement antipathique. Il avait un tout petit front, des cheveux noirs et épais prenaient naissance 1 pouce à peine au-dessus des sourcils broussailleux, tandis qu'un collier de barbe courait d'une oreille à l'autre, bien qu'il ne portât pas de moustache. Un nez petit, presque inexistant, contrastait avec des yeux si anormalement grands que leur découverte faisait tressaillir les interlocuteurs de mon oncle. Cette taille anormale était accentuée par des lunettes aux verres épais qui augmentaient encore leur proéminence car, au cours des dernières années, sa vue était devenue progressivement si faible qu'il lui était nécessaire de consulter un oculiste tous les 6 mois. Sa bouche, enfin, était singulièrement large et mince. Il n'avait pas de lèvres épaisses comme on aurait pu s'y attendre chez un homme si trapu et si lourd, mais la largeur de sa bouche était réellement surprenante, au moins 12 centimètres, de telle sorte qu'avec son mince collier de barbe et son cou épais et court, sa bouche semblait être la ligne de séparation entre sa tête et son torse. Il présentait une curieuse ressemblance avec un batracien, et déjà dans notre enfance, nous l'avions surnommé la grenouille, car à cette époque son faciès faisait immanquablement penser aux créatures que nous capturions dans les prés et les marais qui s'étendaient au-delà de l'autoroute, à l'intérieur des terres, par rapport à la Sandwin House. Quand nous entrâmes dans son bureau, situé en haut de l'escalier, l'oncle Asa était penché sur des documents, voûté dans une attitude tout à fait naturelle. Il se retourna brusquement, les yeux mi-clos, la bouche entr'ouverte. Mais, presque aussitôt, la frayeur disparut de son visage.
Il sourit affablement, se leva et, la main tendue, se dirigea vers moi. « Ah, bonsoir David. Je ne pensais pas te voir avant Pâques. »« J'ai pu me libérer, » répondis-je. « Alors, je suis venu. Et je n'avais plus reçu de vos nouvelles depuis longtemps. » Le vieil homme lança un rapide coup d'œil à son fils. Et je ne pus m'empêcher de penser que, alors que mon cousin accusait plus que son âge, mon oncle ne paraissait certainement pas ses 60 et quelques années. Il nous pria de nous asseoir. Et il engagea immédiatement la conversation sur les problèmes de politique étrangère, un sujet sur lequel je le trouvais étonnamment bien informé. Sa décontraction et son aisance effacèrent rapidement l'impression que m'avait donnée Eldon. J'étais même sur le point de suspecter mon cousin de souffrir de graves troubles mentaux, quand j'eus soudain la confirmation de ses soupçons. Au milieu d'une phrase sur les minorités européennes, mon oncle s'arrêta brusquement, la tête penchée sur le côté, comme s'il écoutait quelque chose, tandis qu'une expression de peur panique se lisait sur son visage. Il paraissait nous avoir complètement oubliés. Il était si absorbé qu'il semblait ignorer complètement notre présence. Il resta ainsi près de 3 minutes, pendant lesquelles ni Eldon ni moi n'osâmes faire le moindre bruit, ni le moindre geste, si ce n'est pencher quelque peu notre tête dans l'espoir d'entendre ce qu'il écoutait. À cet instant, nous n'en avions aucune idée. Dehors, le vent s'était levé, tandis que la mer murmurait et grondait le long de la côte. Au milieu de ce bruit s'éleva le chant d'un quelconque oiseau nocturne, une sorte de ululement bizarre qui ne m'était pas familier, et, surmontant tout, dans les mansardes de la maison, une sorte de sifflement constant, comme si le vent soufflait à travers un orifice resserré. Pendant ces quelques minutes donc, aucun d'entre nous ne parla ni ne bougea. Puis soudain, le visage de mon oncle se tordit de rage. Il bondit sur ses pieds, se rua vers une fenêtre ouverte sur la mer et la ferma avec une telle violence que je m'attendis à voir les carreaux voler en éclats. Mais ils supportèrent le choc. Pendant quelques instants, il resta à bougonner en lui-même. Puis, il se retourna et se dirigea vers nous, l'air calme et affable, comme s'il ne s'était rien passé. Eh bien, bonsoir mes enfants. J'ai beaucoup de travail à terminer. Mets-toi à ton aise, Dave. Tu es ici, chez toi, tu le sais.
Il me serra à nouveau la main, un peu trop cérémonieusement. Et nous le quittâmes. Eldon ne dit rien avant notre retour dans sa chambre. Là, je vis qu'il tremblait. Il se laissa tomber sur une chaise et se prit la tête entre les mains. « Tu vois, murmura-t-il. Je t'avais prévenu. Et encore, ce n'est rien. Je ne crois pas qu'il faille t'inquiéter à ce point, répondis-je d'un ton qui se voulait rassurant. Tout d'abord, j'ai l'habitude des gens qui suivent leurs propres rêveries tout en participant à une conversation et qui cessent soudainement de parler quand une de leurs idées les frappe avec force. Pour l'épisode de la fenêtre, j'avoue n'avoir aucune explication, mais... Ah, ce n'est pas mon père, me coupa brusquement Eldon. C'est ce cri, cet appel de l'extérieur, cette lamentation. J'ai pensé à un oiseau, hasardai-je lamentablement. Aucun oiseau ne fait ce bruit-là, voyons. Et les migrations n'ont pas encore commencé, sauf en ce qui concerne les mésanges et les rouges-gorges. C'est ce bruit. Crois-moi, Dave. Quelle que soit la créature qui émet ce son, elle parle à mon père. Pendant un instant, je fus trop surpris pour répondre. Non seulement parce que la sincérité de mon cousin était évidente, mais aussi parce que mon oncle s'était effectivement conduit, comme si on lui avait parlé. Je me levai et marchai de long en large dans la chambre, jetant de temps en temps un coup d'œil à Eldon. Mais mon cousin n'attendait manifestement aucune approbation de ma part. Alors, j'allai m'asseoir près de lui. En supposant que cela soit vrai, Eldon, qu'est-ce qui peut parler à ton père? Je n'en sais rien. J'ai entendu ça pour la première fois il y a maintenant 1 mois. Ce jour-là, mon père était vraiment effrayé. Je l'ai entendu à nouveau peu de temps après. J'ai tenté de découvrir son origine, mais j'ai été incapable de trouver quoi que ce soit. La deuxième fois, le son semblait provenir de la mer, comme ce soir. Certains jours, j'étais prêt à jurer qu'il provenait du haut de la maison, mais à d'autres moments, j'étais certain de l'entendre sous la villa. Peu de temps après, j'ai perçu une musique étrange, belle et diabolique à la fois. J'ai pensé l'avoir imaginée. En effet, elle accompagnait chaque fois des rêves mystérieux et fantastiques. Des rêves qui m'entraînaient dans des lieux très éloignés de la terre. Et pourtant reliés à elle par un fil démoniaque. Je suis incapable de te les décrire avec la moindre précision. En même temps, j'ai pris conscience de bruits de pas et
Je te jure qu'il flottait dans l'air, bien qu'en d'autres occasions semblables, il m'est paru provenir de sous la terre. Ce n'étaient pas les bruits des pas d'un homme, mais d'une créature bien plus grande. C'est approximativement à cette époque que nous avons commencé à trouver des boutons de porte humides, tandis que régnait dans la maison une étrange odeur de poisson, une odeur qui devenait plus forte près de la porte de la chambre de mon père. En temps ordinaire, j'aurais mis le récit de mon cousin sur le compte d'une maladie inconnue de nous deux, mais pour dire la vérité, un ou deux détails qu'il venait de préciser avaient fait vibrer une corde au fond de ma mémoire, en même temps qu'il jetait un pont inimaginable entre le présent prosaïque et les temps passés dont j'avais appris à étudier certains aspects diaboliques. Aussi, je ne dis rien et tentai de retrouver quelques souvenirs qui gisaient dans le tréfonds de ma mémoire. Mais je n'y parvins pas, bien que je reconnusse un rapport entre le récit d'Eldon et certains comptes rendus fantastiques reproduits dans les ouvrages interdits de la bibliothèque de l'université de Miskatonic. Tu ne me crois pas ? M'accusa-t-il tout d'un coup. Pour l'instant, je préfère ne pas prendre position, répondis-je calmement. Allons dormir. Mais il faut que tu me croies, Dave. Sinon, je n'ai plus qu'à me faire interner dans une maison de fous. Il ne s'agit pas de savoir si je te crois, mais si tout cela existe réellement. Nous verrons plus tard. Avant d'aller nous coucher, réponds à cette question. Est-ce que tu es le seul à avoir remarqué ces événements ou est-ce qu'Ambrose en a été aussi le témoin ? Eldon acquiesça rapidement. Mais bien sûr que oui ! Il a voulu s'en aller, mais nous sommes parvenus à l'en dissuader. Pour l'instant. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter pour ta santé, le rassurai-je. Et maintenant, au lit. Comme toujours, quand je résidais chez les Sendwin, j'occupais la chambre contiguë à celle d'Eldon. Je lui souhaitais bonsoir, traversais le couloir plongé dans l'obscurité et entrais dans ma chambre en songeant avec quelque inquiétude à mon cousin. C'est sans doute pour cette raison que je ne m'aperçus pas tout de suite de l'humidité de ma main.
Je la remarquais seulement en me disposant à enlever ma veste. Je restais un moment à regarder ma paume luisante avant de me souvenir de l'histoire d'Eldon. Je me précipitai à la porte et l'ouvris. Le bouton de porte extérieure était humide. Non seulement il était humide, mais de plus, il dégageait une forte odeur fadasse, l'odeur de poisson dont m'avait parlé mon cousin. Un peu plus tard, je refermai la porte et m'essuyai les mains, passablement troublé. Quelqu'un dans la maison tentait-il de rendre fou Eldon ? Il y avait peu de chance. Ambrose n'avait certainement rien à gagner à faire cela, et je n'avais jamais eu vent d'une animosité particulière entre l'oncle Asa et son fils. Or, personne d'autre ne pouvait être l'auteur de cette campagne de frayeur. Je me mis au lit, toujours troublé, et tentais de jeter un pont entre le passé et le présent. Que s'était-il produit à Innsmouth une dizaine d'années plus tôt ? Quels secrets gisaient dans les manuscrits et les livres interdits de la bibliothèque de l'université ? Je savais qu'il me fallait les étudier. Je pris la décision de retourner à Arkham le plus vite possible. Je m'endormis en cherchant toujours une explication plausible aux événements de la soirée. J'hésite à relater ce qui arriva peu après, durant mon sommeil. L'esprit humain fait difficilement la part du vrai et du faux dans les quelques secondes qui suivent le réveil, quand l'acuité mentale est émoussée par la paresse résultant du sommeil. Mais à la clarté des événements qui suivirent, le rêve de cette nuit-là prit une précision et une réalité que je n'aurais jamais cru possible dans cet étrange univers du sommeil. Je rêvais, en effet, d'un grand et vaste plateau au milieu d'une étendue de sable qui présentait quelques ressemblances avec les hauts plateaux du Tibet ou de la région du Honan que j'avais visité autrefois. En ces lieux, le vent soufflait éternellement et une merveilleuse musique résonnait sans interruption à mes oreilles. Pourtant, cette musique n'était pas pure. Elle recelait quelque chose de diabolique, avec des notes sinistres qui semblaient annoncer de dures épreuves, comme certaines notes de la 5e symphonie de Beethoven. La musique émanait d'un groupe de bâtiments situés sur une île au milieu d'un lac noir. Tout était tranquille. Des silhouettes se tenaient immobiles, des silhouettes d'êtres au visage étrange qui s'apparentaient quelque peu à des Asiatiques et devaient jouer le rôle de garde. Durant tout mon rêve, j'eus l'impression d'évoluer au gré du vent au-dessus de ce pays, un vent qui ne cessait jamais. Je ne saurais dire combien de temps je restais là-bas, car mon rêve semblait sans fin. Ensuite, je m'éloignai de cet endroit. Le vent me transporta au-dessus des mers, où j'aperçus une autre île sur laquelle s'élevaient d'autres bâtiments et autant de statues entourées d'étranges créatures, dont certaines ressemblaient à des êtres humains
tandis que retentissait toujours cette même musique immortelle. Mais cette fois, avec la musique me parvint autre chose. La voix de la créature qui s'était adressée quelque temps auparavant à mon oncle Asa. Je reconnus cette même mystérieuse lamentation qui montait des profondeurs d'une bâtisse dont les parties souterraines devaient être envahies par la mer. Pendant un bref instant, j'observais cette île et au fond de moi-même, je devinais son nom moderne, l'île de Pâques. Puis, je m'en éloignais, emporté par le vent au-dessus des étendues glacées du Grand Nord, où j'aperçus un village indien dont les habitants adoraient des idoles de neige. Partout, le vent soufflait sans discontinuer. Partout s'élevait cette musique et cette horrible voix, comme formant un prologue à la terreur, un signe avant-coureur des événements atroces et diaboliques qui n'allaient pas tarder à se produire. Partout, cette voix de l'horreur se cachait derrière la merveilleuse musique surnaturelle. Je me réveillais peu après, incroyablement fatigué, et restais les yeux grands ouverts dans l'obscurité. J'émergeais de ma somnolence, et lentement je devins conscient d'un changement dans ma chambre. L'air était lourd et chargé de l'odeur de poisson dont m'avait parlé Eldon. Presque au même moment, je perçus des bruits de pas qui s'éloignaient, alors que s'atténuaient progressivement les lamentations que j'avais entendues en rêve et dans la chambre de mon oncle. Je sautai du lit et me précipitai à la fenêtre pour scruter l'obscurité. Je ne découvris rien, si ce n'est que ces bruits provenaient des profondeurs de l'océan. Je retraversai ma chambre et sortis dans le couloir. L'odeur de poisson y était encore plus forte que dans ma chambre. Je frappai doucement à la porte d'Eldon et, ne recevant aucune réponse, entrai sans plus attendre. Il était couché sur le dos, les bras étendus et les doigts crispés. Il était manifestement endormi, et pourtant je crus tout d'abord le contraire, en l'entendant marmonner doucement entre ses dents. Je tendis la main pour le secouer. Mais j'arrêtai mon geste et écoutais. Il parlait à voix trop basse pour me permettre de comprendre ce qu'il disait. Mais je pus déceler quelques mots qu'il prononça un peu plus fort que les autres. Loigor, Ithaca, Cthulhu. Je l'entendis répéter plusieurs fois ces noms avant de me décider à le saisir par l'épaule et à le secouer. Il ne se réveillait pas tout de suite, mais il reprit conscience lentement, avec difficulté. Il lui fallut
un certain temps pour s'apercevoir de ma présence. Mais dès qu'il m'eut reconnu, il redevint lui-même. Il se redressa, remarquant en même temps l'odeur de poisson qui régnait dans la pièce et les bruits qui nous parvenaient des profondeurs mystérieuses du monde. « Ah, tu vois !» me dit-il, comme si c'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Il sauta du lit et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda au dehors. « Est-ce que tu as rêvé ?» demandai-je. « Oui. Et toi ?» Nous avions fait à peu près le même rêve. Pendant son récit de ce véritable cauchemar, je crus déceler des bruits à l'étage inférieur. Des bruits furtifs, pesants, visqueux, comme si quelque chose de mouillé frappait le sol. Au même instant, les lamentations au-delà de la maison se turent. Et le bruit de pas s'interrompit. Mais il régnait à présent, dans la vieille maison, une telle atmosphère de menace et d'horreur que l'arrêt de ces bruits ne suffit même pas à calmer nos esprits. « Allons parler à ton père », suggérai-je brusquement. Il parut effaré. « Oh, non, il ne faut pas le déranger. Il a donné des ordres. » Mais je n'avais pas l'intention de me laisser intimider. Je quittai seul la chambre et gravis les escaliers 4 à 4. Je m'arrêtai devant la porte de la chambre de mon oncle et frappai avec force. Je ne reçus aucune réponse. Je m'accroupis et regardai à l'intérieur par le trou de la serrure. Mais je ne pus rien voir. Tout était sombre. Cependant, il y avait manifestement quelqu'un, car j'entendais de temps en temps des voix. Je reconnus clairement celle de mon oncle. Mais elle était étrangement rauque. Et gutturale, comme si elle avait subi une modification essentielle. Quant à l'autre, elle ne ressemblait à rien que j'eusse jamais entendu. Un son de gorge profond, une espèce de croassement, dur et menaçant. Mon oncle était parfaitement intelligible, alors que son interlocuteur était incompréhensible. J'écoutais attentivement. Je perçus d'abord la voix de mon oncle. Non, je refuse! Le charabia incroyable de la créature qui se trouvait avec lui me parvint à travers la porte.
Ja, Schumnigorat. Il y eut une succession rapide d'onomatopées, comme si cet interlocuteur était dans une violente colère. Cthulhu ne m'entraînera pas dans la mer. J'ai bouché le passage. La voix rageuse répondit à mon oncle, qui cependant ne semblait pas effrayé, malgré le changement significatif du ton de sa voix. Ithaca ne pourra rien non plus avec le vent. Je saurai l'affronter lui aussi. Le visiteur de mon oncle lança un seul mot. Luagor. Il n'y eut aucune réponse d'Asa. J'étais conscient d'une obscure menace en marge de l'atmosphère de terreur qui s'infiltrait dans la maison. Je venais en effet de reconnaître dans les paroles de mon oncle les mots prononcés un peu plus tôt par Eldon dans son sommeil. Je devinais qu'une influence diabolique régnait dans la vieille demeure. Des souvenirs commençaient à émerger du fond de ma mémoire. Souvenirs d'étranges récits qui me revenaient après des années, de l'époque où j'avais fouillé les livres interdits de l'université de Miskatonic. Incroyable et fantastique révélation sur des anciennes divinités, sur des êtres diaboliques qui auraient vécu bien avant les hommes. Je commençais à réfléchir aux terribles secrets renfermés dans les manuscrits pnacotiques ou le texte de Rayleigh. Je pensais aux histoires vagues et suggestives de créatures trop horribles pour être contemplées dans notre petite vie quotidienne. Je tentais de me défaire du carcan de peur qui m'étreignait lentement, mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère même de la maison qui rendait mes efforts inutiles. Heureusement, l'arrivée d'Eldon produisit ce que j'étais incapable de faire. Il avait gravi les escaliers et se tenait derrière moi en attendant que je fisse le premier geste. Je m'approchai de lui et lui racontai ce que je venais d'entendre. Ensuite, nous écoutâmes tous les deux. La conversation avait cessé. Nous n'entendîmes qu'un inintelligible murmure, accompagné d'un bruit de pas, ou plutôt de sons qui, par leurs intervalles, pouvaient être assimilés à une marche. Des sons qui n'étaient pas provoqués par des pieds humains, mais par une créature qui, à chaque enjambée, paraissait marcher dans un marécage. D'autre part, la vieille bâtisse était agitée d'un étrange tremblement surnaturel. Ce tremblement restait d'une intensité constante, sans croître ni décroître. Il ne cessa qu'avec la disparition des bruits de pas, paraissant s'éloigner, puis disparaître. Pendant tout ce temps, nous ne fîmes pas le moindre bruit. Quand les pas traversèrent la pièce et semblèrent s'éloigner dans l'espace au-delà de la maison, Eldon retint sa respiration si longtemps que j'entendis battre son sang sur ses tempes.
Dieu !» s'exclama-t-il enfin. « Qu'est-ce que c'est ?» Je ne savais quoi répondre. Mais j'avais commencé d'élaborer un semblant d'explication quand la porte s'ouvrit avec une brusquerie qui nous laissa sans voix. Mon oncle se tenait sur le seuil de sa chambre. De chaque coin de la pièce se dégageait une irrésistible odeur de poisson ou de grenouille, une épaisse puanteur d'eau stagnante si prenante qu'elle me donna presque la nausée. « Je vous ai entendu, » dit lentement mon oncle. « Entrez. » Il s'écarta et nous pénétrâmes dans sa chambre. Eldon ne pouvait s'empêcher de manifester une certaine répulsion. Les fenêtres qui donnaient sur la mer étaient largement ouvertes. Tout d'abord, la faible lampe de la pièce ne révéla aucun détail, car elle semblait luire à travers un véritable brouillard. Mais il nous parut manifeste que quelque chose de mouillé s'était trouvé là, avant notre arrivée. Quelque chose qui avait dégagé une énorme quantité de vapeur, qui avait imprégné toute la pièce. Car les murs, le plancher, les meubles, tout était recouvert d'une couche d'humidité. Tandis que, ici et là, de petites flaques d'eau marquaient le sol. Mon oncle ne semblait pas les remarquer. Il y était peut-être habitué et n'y prêtait pas attention. Il s'assit dans son fauteuil et nous observa, nous indiquant les 2 sièges en face de lui. La vapeur commençait insensiblement à se dissiper et le visage d'Asa m'apparut plus nettement. Il avait la tête plus enfoncée que jamais dans les épaules. Il n'avait, pour ainsi dire, plus de front et gardait les yeux mi-clos, de telle sorte que sa ressemblance avec les grenouilles de notre enfance était plus marquée que jamais. Une grotesque caricature, horrible dans ses implications. Nous nous assîmes, après une légère hésitation. « Avez-vous entendu quelque chose ?» demanda-t-il. Mais il poursuivit sans attendre notre réponse. « Oui, je suppose. J'ai déjà songé plusieurs fois à te le dire, Eldon. Et maintenant, il nous reste peut-être suffisamment de temps, mais je peux les surprendre. Je peux leur échapper. » Il ouvrit les yeux et regarda mon cousin. Il ne semblait pas s'apercevoir de ma présence. Eldon se pencha à l'air inquiet. Le vieil homme était manifestement troublé. Il n'était pas lui-même. Il était présent, mais
Son esprit vagabondait ailleurs, dans quelques lieux lointains. Le pacte de Sanduin doit être rompu, dit-il, d'une voix gutturale qui s'apparentait à celle que j'avais entendue peu de temps avant dans cette même pièce. Tu t'en souviendras. Aucun autre Sanduin ne doit servir d'esclave à ces créatures. Tu ne t'es jamais demandé d'où nous tirons nos revenus, Eldon. Mais si, souvent, répondit Eldon avec difficulté. Eh bien, cela dure depuis 3 générations. Il y eut mon père et mon grand-père avant moi. Mon grand-père livra mon père. Et celui-ci en fit autant pour moi. Mais je ne te ferai jamais ça, Eldon. N'aie pas peur. Il faut en finir. Bien entendu, ils ne me laisseront pas tranquille. Comme mon grand-père et mon père. Ils m'emmèneront sans attendre. Mais tu seras libre, Eldon. Tu seras libre. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Que se passe-t-il ? Il ne sembla pas entendre. Ne conclue aucun pacte avec eux, Eldon. Évite-les, fuis-les. Leur héritage est diabolique, à un point que tu ne soupçonnes pas. Il y a des choses qu'il vaut mieux que tu ignores. Mais qui était là, père ? Leur serviteur. Il ne m'a pas effrayé. Je n'ai pas peur non plus de Cthulhu ou d'Ithaka, avec qui j'ai longuement survolé la terre, l'Égypte et la Samarcande, les grandes étendues blanches, Hawaï et le Pacifique. Par contre, je crains l'Oagor, qui est capable de changer la nature d'un homme. L'Oagor et son frère jumeau, Zar, et l'horrible peuple Tcho-Tcho, qui les sert sur les hauts plateaux du Tibet. Lui, il s'arrêta un instant et frissonna. Ils m'ont menacé de l'envoyer. Laissons-le donc venir. Qu'il vienne donc. Mon cousin ne fit pas de commentaire. Mais son visage exprimait clairement son inquiétude. Quel est ce pacte, oncle Asa ? demandai-je. Et tu dois te rappeler, poursuivit-il en ignorant ma question, que le cercueil de ton grand-père avait été soigneusement et rapidement scellé, et combien il était léger. Il n'y a rien dans sa tombe, à part le cercueil. Et il en est de même pour la tombe de ton arrière-grand-père.
Ils les ont emportés. Ils les tiennent. Ils leur ont donné une vie surnaturelle, une vie sans âme, en échange de la subsistance qu'ils nous ont assurée, du petit revenu qu'ils nous ont fourni et du hideux secret qu'ils nous ont révélé. Tout remonte, je crois, à Innsmouth. Mon grand-père y rencontra quelqu'un qui appartenait aux créatures qui, comme des grenouilles, sortent de l'eau. Il frissonna et lança un rapide coup d'œil à la fenêtre donnant sur la mer. Un rideau de brouillard blanchâtre cachait l'horizon, et la mer venait battre le pied de la falaise dans un grondement sourd. Mon cousin était sur le point de rompre le silence qui s'épaississait quand l'oncle Asa se retourna vers nous et nous dit brièvement: « Ça suffit maintenant. Laissez-moi. » Eldon protesta, mais mon oncle resta ferme. À ce moment, j'avais besoin de plusieurs éclaircissements. Il me fallait lire les histoires dont j'avais entendu parler au sujet d'Innsmouth, l'affaire Tuttle à Aylesbury Road, les étranges révélations contenues dans les ouvrages interdits de la bibliothèque de l'université, les manuscrits pnacotiques, le livre d'Eibon, le texte de Herlihet, et le plus grand de tous, le diabolique Necronomicon du démoniaque Abdul al-Azred. Tous ces récits ressuscitèrent les souvenirs oubliés des puissants anciens, ces êtres d'un autre âge, ces divinités qui autrefois habitèrent non seulement la terre, mais l'univers tout entier. Elles étaient divisées en dieux du bien et en dieux du mal. Ces derniers, aujourd'hui en captivité, étaient cependant supérieurs en nombre, sinon en puissance. Les plus vieux de tous, les grands anciens, les anciens dieux, les forces du bien, ne portaient pas de nom, mais d'horribles noms inquiétants identifiaient les autres. Il y avait Cthulhu, le dieu des forces de l'eau, Ashtur, Ithaka, Loagor, les dieux de l'air, Yog-Sothoth et Tsatoga, les dieux de la terre. Je compris donc que 3 générations de Senduin avaient conclu un monstrueux pacte avec ces êtres, un pacte dans lequel les hommes offraient leur cœur et leur âme en échange d'une grande intelligence et d'une sécurité financière durant toute la vie terrestre des Senduin. L'aspect le plus ignoble de cet accord était la promesse implicite de livrer la génération suivante. Mon oncle s'était enfin rebellé et il en attendait maintenant les conséquences.
Une fois dans le couloir, Eldon m'arrêta et mit la main sur mon épaule. « Je ne comprends pas, » dit-il. Je lui serrai amicalement le bras. « Moi non plus, Eldon. Mais je crois avoir une idée. Il faut que je retourne à la bibliothèque pour la vérifier. » « Tu ne vas pas partir maintenant ? » ?»« Non, mais s'il ne se passe rien d'ici un jour ou deux, je filerai. Je reviendrai plus tard. » Nous restâmes plus d'1 heure dans la chambre d'Eldon à parler des ennuis de mon oncle et à guetter le moindre bruit d'une activité quelconque au-dessus de nous. Mais rien ne se produisit. Je retournai me coucher, presque aussi troublé par l'absence de ces étranges sons et de cette curieuse odeur que je l'avais été par leur première manifestation. Le reste de la nuit se passa sans nouvel incident. Il en fut de même le lendemain, au cours duquel l'oncle Asa ne quitta pas sa chambre. La nuit suivante fut elle aussi très calme. Je repartis alors pour Arkham, saluant ses toits en croupe et ses balustrades géorgiennes, comme le visage même d'un foyer paisible. Je retournai 2 semaines plus tard chez les Senduin. Mais il ne s'était rien passé depuis mon départ. Je vis brièvement mon oncle et fus surpris du changement qui s'était opéré en lui. Il ressemblait de plus en plus à un batracien, et son corps paraissait s'être rapetissé. Il tenta de me cacher ses mains, pas assez vite pour m'empêcher de déceler une transformation assez singulière. La peau avait curieusement poussé entre ses doigts, mais je n'en compris pas la signification sur le moment. Je lui demandai s'il avait reçu depuis 15 jours d'autres nouvelles des visiteurs de cette fameuse nuit. « J'attends le Wagor », dit-il doucement, les yeux rivés sur la fenêtre donnant sur la mer, et la bouche tordue par un vilain rictus. Entre-temps, j'avais étudié les horribles secrets des dieux aînés et des êtres diaboliques qui avaient été bannis autrefois de la surface terrestre et parqués dans des endroits maudits. Les étendues arctiques, les déserts, le redoutable plateau de Leng, au cœur de l'Asie, le lac d'Ali, les vastes cavernes inconnues du fond des mers.
J'en avais assez appris pour être convaincu de la réalité de l'atroce pacte de mon oncle. Son corps et son âme seraient, après leur vie terrestre, au service de la progéniture de Cthulhu et de Loagor, au milieu du peuple Tchotcho, au fin fond du Tibet. Il devrait les aider pendant l'éternité dans leur lutte contre la domination des anciens dieux et dans leur combat pour se dresser à nouveau et répandre l'horreur sur la terre. Que le père et le grand-père de mon oncle fussent actuellement à leur service dans quelques repères éloignés ne faisait pas le moindre doute pour moi. L'évidence de leur activité diabolique se manifestait autour de moi, non seulement par des faits tangibles, mais par l'invraisemblable atmosphère de terreur qui enveloppait la maison. À cette deuxième visite, je trouvais mon cousin quelque peu rassuré, mais redoutant toujours une catastrophe imminente. Je ne pus lui apporter aucun espoir. Je me sentis même obligé de lui révéler les secrets que j'avais appris dans les vieux ouvrages de la bibliothèque de l'université de Miskatonic. Au cours de la nuit qui précéda mon départ, alors que nous étions assis dans la chambre d'Eldon, attendant avec une certaine inquiétude, nous ne savions quel événement, la porte s'ouvrit brusquement et mon oncle apparut. Il semblait d'une gaieté assez inhabituelle chez lui. Maintenant que je le voyais debout, il me paraissait encore plus petit que je ne l'avais d'abord cru, tandis que ses vêtements bâillaient sur lui. « Eldon, pourquoi n'irais-tu pas à Arkham avec David demain ?» attaqua-t-il sans préambule. « Un petit changement te fera du bien. » « Oui, j'en serais ravi, dis-je aussitôt. Eldon secoua la tête. « Non, je reste pour veiller à ce qu'il ne t'arrive rien. » L'oncle Asa ricana avec sécheresse et aussi un peu de mépris, comme s'il voulait décourager Eldon de tenter quoi que ce fût. Son attitude n'était peut-être pas compréhensible pour Eldon, mais elle était suffisamment explicite pour moi. J'en connaissais plus que lui sur le pouvoir de l'être diabolique avec qui mon oncle s'était lié. Mon oncle bougonna. « Bien, tu es en sécurité en tout cas, sauf si tu meurs de peur. » « Vous pensez qu'il va bientôt se produire quelque chose ?» demandai-je. Le vieil homme me jeta un regard inquisiteur. « Il est clair que, toi, tu le penses, Dave, » dit-il pensivement. « J'attends Loagor, oui. Si je suis capable de lui résister, alors je serai libéré. Sinon... » Il haussa les épaules et ajouta. « De toute façon, cette maison sera délivrée de cette atmosphère diabolique qui l'imprègne depuis si longtemps. » Quand doit se produire cette visite ? Lui demandai-je.
Son regard ne se modifia pas. Mais ses yeux se rétrécirent quelque peu. À la pleine lune, je crois. Si mes déductions sont correctes, Arcturus doit en même temps être haut sur l'horizon pour que Loagor puisse venir, porté par son vent cosmique. Étant un élément du vent, il ne peut se déplacer qu'avec le vent. Mais je l'attendrai. Il haussa les épaules. De nouveau, comme s'il s'agissait d'un événement de seconde importance. Et non de la plus grave menace pour sa vie. Très bien, Eldon. Tu feras comme tu voudras. Il quitta la pièce et Eldon se tourna vers moi. Ne peut-on pas l'aider à affronter ce danger, Dave? Il doit bien y avoir un moyen. S'il y en a un, ton père le connaît. Il hésita pendant une longue minute, avant d'aborder un sujet qui le préoccupait manifestement depuis un certain temps. Est-ce que tu as remarqué l'aspect physique de mon père? Combien il a changé? On dirait de plus en plus une grenouille, ajouta-t-il en frissonnant. J'acquiesçai. Il y a un rapport entre son aspect et celui des créatures avec lesquelles il s'est lié. Ce genre de transformation s'est déjà produit à Innsmouth. Des gens présentaient une étrange ressemblance avec les occupants du récif du diable avant la destruction de celui-ci. Tu dois t'en souvenir, Eldon. Il ne dit rien. Je le tirai de ses songes en lui faisant jurer de m'appeler par téléphone à la première alerte. Il sera peut-être déjà trop tard, Dave. Non, j'arriverai aussitôt. Au premier signe de nos amis, appelle-moi. Il me fit oui de la tête. Et il se coucha pour passer une nuit calme, mais probablement sans sommeil. En ce mois d'avril, la lune atteignit sa plénitude aux environs de minuit, la nuit du 27. Bien avant cette date, je m'étais préparé à recevoir le coup de téléphone fatidique de mon cousin. Plus d'une fois, tout au long de l'après-midi et aux premières heures de la soirée, j'avais eu envie de me rendre chez les Senwyn sans attendre l'appel d'Eldon. Mais j'avais résisté. Mon cousin téléphona à 9 heures
ce soir-là. Bizarrement, je venais de remarquer la présence d'Arcturus, à l'est, au-dessus des toits d'Arkham, rougeoyant magnifiquement malgré la clarté de la lune. Il s'était passé quelque chose, j'en étais certain. Car la voix d'Eldon était étranglée, les mots sortaient péniblement, et il ne savait pas quel terme employer pour me convaincre d'accourir le plus tôt possible. Pour l'amour de Dieu, Dave, viens. Il n'en dit pas davantage. Il n'avait pas besoin d'en dire davantage. Je raccrochais et quelques minutes plus tard, je me trouvais dans ma voiture, filant vers la côte en direction de la maison Sandwin. La nuit était calme. Il n'y avait pas le moindre souffle de vent. Quelques cris d'engoulevent déchiraient parfois l'obscurité, et de temps à autre, une chouette se faisait surprendre par la lueur de mes phares. L'air était parfumé de l'odeur des nouvelles plantes, du riche arôme de la terre retournée, du feuillage naissant, de l'eau des marées et de celle de l'océan. Il semblait vouloir s'opposer à l'horreur que je sentais peu à peu monter en moi. Comme lors de ma précédente visite, Eldon m'attendait dans le jardin. Je ne fus pas plutôt sorti de ma voiture qu'il se précipita à ma rencontre. L'air affolé, les mains agitées d'un tremblement continuel. « Ambrose est parti !» dit-il. « Il a filé quand le vent s'est levé, à cause des engoulevents. » À ces mots, je pris conscience de la présence des engoulevents. J'en vis des dizaines qui chantaient tout autour de la maison, et je me souvins de la superstition de beaucoup de gens du pays. À l'approche de la mort, les engoulevents, messagers du diable, appellent l'âme du mourant. Leurs cris étaient constants, continuels. Ils s'élevaient surtout des prés à l'ouest de la bâtisse, mais ils semblaient provenir de partout, formant une cacophonie infernale et assourdissante, car les oiseaux semblaient tout proches. Le cri d'un engoulevent solitaire qui peut paraître doux et agréable à une certaine distance devient incroyablement aigu et déplaisant quand il est émis de près et multiplié des centaines de fois. Je souris sombrement à la pensée de la fuite d'Ambrose et me rappelais qu'Eldon avait parlé du vent qui s'était levé. Il n'y avait pas le moindre souffle d'air. « Quel vent ?» demandai-je brusquement. « Entre !» Il se détourna et se dirigea vers la maison en me faisant signe de le suivre. En franchissant le seuil de la villa des Sandwin, cette nuit-là, je pénétrais dans un autre monde, sans rapport avec celui que je venais de quitter. La première chose qui me frappa fut le rugissement assourdissant d'un vent furieux. La maison tout entière tremblait sous la pression de ces forces dont ne savait où, et pourtant je pouvais jurer, puisque je venais d'entrer, que, à l'extérieur, la nuit était calme et sans le moindre souffle d'air. Le vent grondait à l'intérieur, aux étages supérieurs, ceux qui étaient occupés par mon oncle Asa et liés psychiquement à ces créatures diaboliques avec lesquelles il avait conclu un pacte.
En sus de ce grondement du vent, s'éleva cette inquiétante lamentation qui nous était maintenant familière et qui semblait provenir de l'est d'une distance incommensurable. En même temps, nous parvint le bruit de pas gigantesques, ces pas pâteux, gluants, accompagnés d'un indéniable bruit de succion qui semblait émaner d'en dessous de nous. Et en même temps, d'un point situé au-delà de la maison, au-delà même de l'étendue terrestre. Ce bruit que nous connaissions, lui aussi, avait une origine psychique. C'était une manifestation de ces êtres démoniaques avec qui les Senduin avaient conclu cet accord atroce. « Où est ton père ?» demandai-je. « Dans sa chambre, il n'en sortira pas. Sa porte est fermée, je ne peux pas entrer. » Je grimpai les escaliers et courus vers la chambre de mon oncle avec l'intention de forcer sa porte si cela se révélait nécessaire. Eldon me suivit en protestant. D'après lui, c'était inutile. Il avait déjà essayé et n'y était pas parvenu. J'étais presque arrivé devant la porte quand je fus arrêté par une barrière invisible. Elle était faite d'aucune matière solide. Ce n'était qu'un mur d'air froid et humide que je ne pus pas franchir, malgré toutes mes tentatives. « Tu vois !» cria Eldon. Je m'échinai à tenter de traverser ce mur d'air devant la porte, mais je n'y parvins pas. En désespoir de cause, j'appelai finalement l'oncle Asa. Aucune voix humaine ne me répondit. Je n'entendis que le rugissement du vent quelque part derrière la porte. Un vent qui soufflait déjà avec force dans les étages inférieurs et grondait dans la chambre de mon oncle avec une puissance si furieuse qu'à tout moment les murs semblaient sur le point de céder devant les forces terrifiantes qui s'étaient déchaînées. Durant tout ce temps, les bruits de pas et les lamentations s'étaient régulièrement amplifiés. Ils approchaient de la maison, venant de la mer, si cette image était possible, puisqu'elles étaient déjà là, faisant partie de la fantastique aura d'horreur dont était imprégnée la maison Senduin. Alors que ces bruits approchaient, venant de l'eau, nous prîmes soudain conscience d'un autre son qui flottait dans l'air au-dessus de nos têtes. Un son si incroyable que nous nous regardâmes comme si nous doutions de nos propres oreilles. Nous entendions un bruit de musique et de chant qui s'élevait et s'abaissait, tour à tour clair et vague. Nous comprîmes rapidement que cette musique provenait de la même source que les merveilleux accents que nous avions entendus durant nos rêves au début du mois, car cette musique, en surface si belle et éthérée, abondait en notes infernales. Elle devait être semblable au chant des sirènes qui avaient attiré Ulysse, aussi belle que la musique de Vénusberg, mais pervertie par un être diabolique dont l'influence était horriblement manifeste. Je me tournai vers Eldon, qui se tenait derrière moi, tremblant et les yeux hagards. Est-ce qu'il y a des fenêtres ouvertes ? Pas dans la chambre de mon père, en tout cas. Il a travaillé à les barricader durant tous ces derniers jours. Il tenait la tête légèrement penchée sur le côté. Et il agrippa soudainement mon bras. « Écoute !»
Des lamentations de plus en plus fortes s'élevaient maintenant derrière la porte, accompagnées d'un affreux charabia dont certains mots seulement étaient audibles, des mots horribles que je connaissais pour les avoir lus dans les ouvrages interdits de la bibliothèque de l'université, des mots prononcés par ces créatures liées au Senduin par un pacte démoniaque, invocations infernales de ces êtres diaboliques bannis autrefois des espaces concrets et condamnés par les anciens dieux à se terrer dans les lieux cachés de la terre et de l'univers jusqu'à la distante Bételgeuse. J'écoutais avec une horreur grandissante, due en grande partie à la conscience de mon impuissance et accentuée maintenant par une peur incoercible pour ma propre existence. Les incantations derrière la porte s'intensifiaient régulièrement, avec de temps en temps un son plus aigu qui devait avoir une origine différente. Les voix de ces créatures étaient claires. Elles augmentaient et diminuaient au rythme de cette musique lointaine, comme les voix d'un groupe de fidèles chantant leur adoration à leur divinité, un chant diabolique et triomphant. Ya, Luagor, Ug, Shumnigurat, Luagor, Ftagn, Cthulhu, Ftagan, Itaka, Ya, Luagor, Naftagan, Luagor, Kaev Cthulhum, Ftultagan, Vuktum, Aïe. Il y eut une brève accalmie, durant laquelle une voix différente s'éleva, paraissant donner une réponse. Une sorte de croassement rauque, articulant des mots qui m'étaient totalement incompréhensibles. Dans cette voix toutefois, quelque chose me semblait vaguement familier, comme si j'avais déjà eu l'occasion d'entendre certaines de ces inflexions. Le croassement devint de plus en plus hésitant. Les notes gutturales s'atténuèrent. Et une fois encore s'élevèrent derrière la porte ces incantations triomphantes, cet infernal concert de voix qui provoqua en moi un tel sentiment d'horreur qu'aucun mot ne serait assez fort pour le décrire. Tremblant convulsivement, mon cousin tendit le bras pour me montrer sa montre, qui marquait presque minuit, l'heure de la pleine lune. Les voix à l'intérieur de la pièce continuaient de s'intensifier, et le vent soufflait de plus en plus rageusement. Nous avions l'impression de nous trouver au cœur d'un cyclone. Presque au même moment, le croassement reprit, augmentant d'intensité. Jusqu'à l'instant où il se changea brutalement en l'un des plus horribles gémissements que l'on puisse imaginer, la plainte d'une âme, le cri déchirant d'une âme perdue à jamais. Ce fut seulement à cet instant que je compris tout et que je reconnus la voix rauque, non pas comme la voix de l'un des démoniaques visiteurs de mon oncle, mais comme celle de mon oncle lui-même. Au moment où je fis cette terrible découverte qu'Eldon devait avoir faite en même temps que moi, le vacarme derrière la porte devint absolument infernal. Le vent démoniaque grondait et rugissait, la tête me tourna. Je plaquai mes mains sur mes oreilles. Et c'est tout ce dont je me souvienne. Car
car je perdis connaissance. Quand je revins à moi, Eldon était penché sur moi. J'étais toujours dans le couloir, allongé sur le sol près de la porte de la chambre de mon oncle. Et Eldon m'observait de son regard pâle et inquiet. « Tu t'es évanoui » murmura-t-il. « Moi aussi. » Je me redressai, surpris par sa voix, qui semblait si forte, alors qu'il n'avait parlé que dans un souffle. Tout était calme. Plus aucun bruit ne venait troubler le silence de la maison Senduin. À l'extrémité du couloir, la lumière de la lune traçait un parallélogramme blanc qui conférait, par opposition, une sorte d'illumination mystique aux ténèbres qui régnaient dans le couloir. Mon cousin regardait la porte de la chambre d'Asa. Je me levai et m'approchai sans hésitation, bien que je craignisse ce que nous allions découvrir derrière le battant de bois. La porte était toujours verrouillée. Nous dûmes l'enfoncer. Eldon frotta une allumette pour percer l'obscurité de la pièce. J'ignore ce que mon compagnon s'attendait à découvrir, mais ce que nous trouvâmes dépassait mes plus horribles prévisions. Comme mon cousin me l'avait dit, les fenêtres avaient été si soigneusement barricadées que pas un rayon de lune ne pouvait passer. Et sur les appuis, mon oncle avait placé toute une série de pierres coupantes. Mais il y avait un passage qu'il avait manifestement oublié. La lucarne du grenier, bien qu'elle fût fermée au loquet, à l'exception d'un trou dans le panneau. Le trajet du visiteur était évident. Une traînée humide pénétrait dans la pièce par la trappe à côté de la fenêtre du grenier. La pièce était dans un état invraisemblable. Il n'y avait plus rien d'intact, à part le fauteuil dans lequel mon oncle s'asseyait habituellement. Il semblait
qu'une violente tornade avait projeté contre les murs avec une extrême malveillance, les meubles, les bibelots et des objets de toutes sortes. Mais ce fut vers le fauteuil de mon oncle que notre attention fut attirée. Et ce que nous vîmes nous terrorisa par sa signification profonde, maintenant que la tangible aura d'horreur avait disparu de la maison Sendwin. La trace humide issue de la trappe et de la fenêtre du grenier allait directement jusqu'au fauteuil de mon oncle, puis en revenait en une étrange succession d'empreintes qui serpentaient sur le sol, empreintes dont certaines, des empreintes de pieds palmés, semblaient partir du fauteuil dans lequel mon oncle s'était assis et gagner l'extérieur. Toutes conduisaient à la trappe. Quelque chose était donc entré et n'était pas reparti seul. Quelque chose d'incroyable, d'horrible, de repoussant, quelque chose qui avait accompli son œuvre pendant que nous gisions évanouis derrière la porte, quelque chose qui avait tiré de mon oncle le cri déchirant, presque inhumain que nous avions entendu avant de perdre connaissance. Il n'y avait plus de traces de mon oncle, ou plutôt, il n'en restait qu'une, horrible vestige de ce qui avait été là, à la place de mon oncle, plutôt que vestige de mon oncle lui-même. Sur son fauteuil favori, étaient posés ses vêtements. Il n'était pas posé là en désordre comme mon oncle aurait pu le faire après les avoir retirés. Ils étaient placés d'une manière étrange, dans la position pour ainsi dire vivante d'un homme assis là, qui les aurait laissés tomber les uns sur les autres. Il y avait tout, de la cravate aux chaussures, le terrible déguisement d'un homme qui avait été assis à cet endroit. Ils étaient vides, comme une vêture abyssale qu'une force démoniaque qui dépassait notre compréhension aurait grossièrement façonnée à la forme de l'homme qui l'avait porté. L'homme qui de toute évidence en avait été extrait par un être diabolique, assisté par le terrible vent que nous avions entendu. C'était la marque de l'Oagor qui file dans le vent parmi les espaces célestes. Le terrible l'Oagor contre qui mon oncle ne possédait aucune arme. Et voilà la fin de cette horrifique histoire, braves gens. Et les violons? Ouais.
Voili, voilou. J'espère que vous avez kiffé.